Les jeunes s'intéressent-ils à l'espace? Se sentent-ils concernés? C'est ce qu'on va tenter de répondre à Génération Z. On s'exprime. Aujourd'hui, à Génération Z, on parle d'espace et j'ai le plaisir de recevoir mes collaborateurs Nour, Virginie et Carlando. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, super. Ça va bien, toi? Super, ben oui, super. Et notre intervenante, elle s'appelle Marie-Michelle Limoges. C'est une directrice de contenu scientifique et formation au Cosmodome à Laval. Bonjour, Madame Limoges, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup de participer à l'émission. Et aujourd'hui, on parle de l'espace. Je voulais savoir, d'entrée de jeu, là, est-ce que vous vous intéressez à l'espace déjà? Moi, oui, en tout cas. Je sais pas pour vous autres. Vous n'avez pas l'air convaincu, là. Moi, je suis super intéressé par l'espace. Tu sais, comme, disons qu'avant, j'ai même essayé de faire mes propres fusées artificielles chez nous, puis Ok. des affaires de même. Ah, ok. Ça n'a pas super bien donné, mais bon. Non, mais quand même, quand on est jeune, on s'intéresse à toutes sortes de choses. Ah, Et c'est ben oui, des choses. les fusées, moi aussi, quand j'étais petit, je regardais Tintin qui allait sur la Lune et tout ça, puis ça me fascinait beaucoup. Toi, Virginie, est-ce que tu aimes l'espace? Est-ce que tu aimes toutes Oui, ces... moi, c'est plus l'idée de pas savoir comme qu'est-ce qu'il y a plus loin de nous autres, puis comme, tu sais, on développe plus de technologie pour savoir comme qu'est-ce qu'il y a plus loin, puis c'est ça qui m'intéresse parce que on sait pas vraiment qu'est-ce qui est à côté de nous autres, puis ben, c'est ça. Ben oui, justement, cette curiosité qu'on a de se demander qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la planète Terre, ça peut nous poser à avoir des réflexions sur plusieurs sujets. Et toi, Nour, est-ce que tu aimes l'espace? Ben oui, je suis très. Ben ça m'intéresse. C'est si fascinant puis c'est mystérieux. Fait que là, on veut en savoir plus tout le temps. Je me rappelle. À l'âge de 10 ans, à peu près, j'avais vraiment une obsession avec l'espace. J'allais à la bibliothèque, je cherchais comme 10 livres à propos de l'espace. Puis là, je lisais tout ce qu'il y avait. Je suis sûr que c'était Fait- sur les ovnis, hein? Sur les hommes? Ça faisait partie des sujets, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'intéressait le plus, justement, quand tu faisais ces recherches-là, quand tu étais Ben, plus je jeune? voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait. Je voulais savoir, tu sais, ça faisait combien de temps que ça existait, qu'est-ce qui peut se passer, tu sais, les étoiles filantes, tout ce qui est un peu mystérieux, puis tu sais, qui nous fascine, puis qu'on a envie de savoir comment ça se fait, comment ça se passe, genre. Mais j'ai l'impression que l'espace, c'est tout ce qui a rapport avec l'espace, c'est des choses très intéressantes, mais je n'ai pas l'impression que les jeunes discutent de ça principalement. Est-ce que vous pensez que c'est dans les cercles de discussion des jeunes de nos jours? Non, pas vraiment. C'est plus en classe de sciences qu'on va en parler, mais sinon, non. Et pas vraiment. pourquoi, selon vous, vous pensez que c'est comme ça? Ben parce que vu que c'est un gros sujet, on n'est souvent pas comme éduqué pour parler de ça, puis c'est pas quelque chose qui va attirer vraiment comme quelqu'un parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances pour parler de ça d'après moi, puis pour savoir de quoi tu parles. Fait que c'est pas. Faut dire aussi que quand on est plus jeune au primaire, on parle sur plusieurs sujets, notamment l'espace. On apprend toutes les planètes et on apprend vraiment les principes de base de tout ce qui est à l'espace. Mais rendu au secondaire, on en parle un peu seulement en sciences, mais pas plus que ça. Mais vous, Madame Limoges, quand il y a des jeunes qui vont au Cosmodome, j'imagine que c'est des jeunes d'environ quel âge? Bon, le camp spatial commence vers 9 ans. Donc, pour faire les simulateurs, ça prend 9 ans, donc 4e année environ. OK. Mais on a de plus en plus commencé à développer des programmes où les tout-petits pouvaient venir nous voir. OK. Donc, maintenant, à partir de 3 ans et demi, on peut venir Ah au oui, Cosmodome faire de l'éveil à l'espace. C'est plus pour les stimuler visuellement, les faire bouger un peu. On a des programmes pour les 5-6 ans, d'autres pour les 7-8 ans. Donc, on commence dès qu'ils sont tout petits à leur parler d'espace. Dès 7 ans, on commence à 7-8 ans, on commence à parler de la planète Mars et puis l'exploration de la Lune. Puis ça marche bien parce que la planète Mars, ça fascine vraiment les enfants. Exact. Ils se posent plein de questions sur Mars, puis de leur dire que leurs questions sont légitimes, que oui, on essaie d'aller sur Mars. Pour vrai, c'est pas des histoires. Ça les fascine. Puis là, ils se mettent à nous poser plein de questions parce que justement, on leur permet au Cosmonaume de se poser ces questions-là. Et rendu à l'adolescence, parce que je sais que justement, les jeunes adolescents peuvent aller au camp. Je me rappelle ma sœur, quand elle avait environ 13-14 ans, elle était allée au camp du Cosmodome, mais elle avait beaucoup appris. De quoi les adolescents s'intéressent par rapport à l'espace, selon vous?
Avec les adolescents, on va commencer à introduire les principes là, de physique pour faire voler une fusée. Ça fonctionne bien aussi. Donc, fabriquer sa propre micro-fusée, mettre un moteur dedans, la lancer à l'extérieur, c'est toujours un hit. Aussi, qu'est-ce qui fonctionne bien avec les adolescents, c'est tout ce qui est astronomie à grande échelle. Donc, cosmologie, les trous noirs avec les ados, ça marche. Si on veut les tenir calmes, on leur promet un atelier sur les trous noirs à la fin de la semaine. Ça fonctionne. Donc, vous, est-ce que ça vous intéresse, les trous noirs? Est-ce que ça... Tout ce qui est... C'est fascinant, tu sais, comme quelque chose qui peut tout avaler puis qui en a besoin encore. J'ai besoin de comprendre, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, pouvoir écouter toutes leurs questions, les prendre au sérieux puis répondre, c'est ça que les gens aiment. Donc, ils se ramassent plein de questions au cours de la semaine dans les camps spatiaux puis à la fin. Moi, c'est comme ça que je procédais quand j'étais animatrice il y a quelques années. Donc, on ramassait leurs questions puis à la fin de la semaine, on faisait une grosse discussion sur l'astronomie, on répondait à leurs questions. C'était un gros hit. Ça fonctionne très bien, ça aussi. Ben oui, exact. Et, par rapport aux planètes, parce que comme vous l'avez dit, la planète Mars, ça intéresse beaucoup les jeunes et même moi qui ai 22 ans, je m'intéresse beaucoup aux planètes. Qu'est-ce qu'une planète? Parce que c'est une question peut-être facile à poser, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, Pluton, à un moment donné, on m'avait dit que ce n'était plus une planète et j'ai appris récemment que c'est redevenu une planète. Donc, Mme Lima, j'aimerais que vous définissiez, pas trop scientifique, mais de manière globale, qu'est-ce qui est une planète et qu'est-ce qui n'est pas, par exemple, des étoiles ou des astéroïdes. Vraiment nous donner un peu la différence de ces termes-là. Une planète doit être ronde, doit avoir un certain diamètre minimal et doit avoir une gravité assez grande pour avoir nettoyé tout l'espace autour d'elle de tout astéroïde. Okay? Pluton est rond. Pluton n'a pas le diamètre minimal qu'on a défini, mais surtout, Pluton est dans une ceinture d'astéroïdes. Donc, il n'a pas nettoyé son espace parce qu'il fait partie d'une ceinture d'astéroïdes. Donc, il est rond, il a beau être rond, mais il y a d'autres objets ronds dans la ceinture d'astéroïdes, notamment Sedna, Quaoar. Donc, ça fait plutôt un objet commun de cette ceinture d'astéroïdes-là. Mais pourquoi, excuse-moi, désolé, mais pourquoi une planète doit être ronde? C'est la définition qu'on a décidé de donner. Plus petit que ça, tu as des... par exemple, Mars a 2 lunes. Okay? Phobos et Deimos qui ne sont pas rondes. Okay? Donc, c'est des astéroïdes qui ont été capturés. Donc, souvent, on va définir là, une planète comme étant ronde parce que sa gravité lors de sa formation a été assez grande pour former une belle boule. Okay? Donc, on a décidé de donner une définition parce que le mot planète, là, ça vient des astres errants. Donc, dans l'Antiquité, on voyait les étoiles sur la sphère fixe, la sphère céleste, comme on pensait. Il y avait des objets qui se déplaçaient plus vite. On les appelait astres errants ou planètes. Ensuite de ça, on a défini planète comme tous les objets qui tournent autour du Soleil et qui sont ronds. Quand on a découvert Pluton, on l'a mis là-dedans. Mais en 1995, on a découvert la première planète autour d'une étoile autre que le Soleil. Donc, les premières exoplanètes. Donc là, il a fallu redéfinir un peu le statut de planète, d'où, au début des années 2000, la redéfinition là, de Pluton. Et justement, c'est la beauté de l'espace parce que on n'a pas réponse à tout et au fur et à mesure, la technologie progresse et justement, on arrive avec je dirais pas des nouvelles réponses, mais des nouvelles hypothèses et ça peut nous permettre à nous poser plus de questions. Et justement, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un voyage virtuel sur Mars qui s'est passé avec Christopher de Valambras sur la chaîne 2 de France. Ils ont fait une simulation d'un voyage sur Mars. On regarde ça à l'instant. Après 6 à 9 mois de voyage, je suis sur Mars, au cœur de cette base conçue pour coloniser la planète. Première chose, si je veux pouvoir survivre plus de quelques secondes ici, je dois revêtir une combinaison, un scaphandre autonome, car ici, l'air est composé à 95% de CO2, c'est irrespirable. Et comme nous sommes beaucoup plus loin du Soleil que sur Terre, il fait en moyenne moins 65 degrés. Tout ici est adapté à ces conditions. Les petits robots d'exploration, les véhicules de transport, les modules de vie. D'ailleurs, je dois rentrer car même avec le scaphandre, les radiations stellaires sont dangereuses. Je dois passer le plus clair de mon temps à l'intérieur. Venez voir. En entrant ici, j'ai dû retirer ma combinaison dans ce sas de décontamination car sur Mars, les poussières sont probablement nocives pour moi. Et me voici dans un espace de travail avec derrière moi un laboratoire entièrement équipé pour toutes sortes de recherches que nous aurions à effectuer sur la planète. Et puis ici, un cabinet médical équipé des dernières technologies, mais surtout de caméras vidéo qui permettront des diagnostics médicaux à distance depuis la Terre. Il faut environ 45 minutes pour établir une liaison. Un peu plus loin, il y a les modules de vie. Venez voir.
Pour tous mes déplacements au sein de la base, j'utilise tout un réseau de tunnels comme celui-ci gonflable qui m'isole de l'atmosphère martienne. Et voici la maison, l'espace de vie. Là aussi, l'espace est compté. Les couchettes, par exemple, sont spartiates. Seul un volet roulant assure un semblant d'intimité. Il y a des appareils de sport, car sur Mars, la gravité est 3 fois inférieure à celle de la Terre. Mon corps le ressent et j'ai besoin de faire des exercices pour me maintenir en forme. Bien sûr, il y a la cuisine. Simpliste sur Mars, je mange des pâtes de protéines reconstituées, des purées énergétiques apportées de terre. En fait, il n'y a qu'un seul luxe ici, ce sont des légumes frais. Suivez-moi. Me voici dans le jardin martien. C'est une immense structure gonflable, opaque, pour protéger les plantes des radiations stellaires. Elle pousse sous des lampes, sur un sol artificiel fertile. On trouve des tomates, des graines germées, toutes sortes de vitamines naturelles. Alors vous comprenez, David, qu'il faut à cette base beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité. Où les trouve-t-on sur Mars? Je reviens vous expliquer cela. Oui, l'autonomie, c'est vraiment la clé de la vie sur ces bases. Oui, parce que là, la magie de la télévision fait que je mets quelques secondes à faire Mars-Paris. Dans la réalité, il faut près d'1 an, je vous le disais. Alors, il faut être autonome d'abord en eau. Regardez, on va miser sur ce type de forage qui va aller puiser dans le sous-sol martien la glace qu'il recèle. Donc, nous aurons notre eau et en plus, nous pourrons analyser ce sous-sol martien. Chacun rêve évidemment de trouver d'anciennes traces de vie sur cette planète. Un reportage très intéressant qui nous montre que justement, il pourrait avoir de l'eau sur Mars, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi avoir de la vie. Vous, selon vous, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie à l'extérieur de la planète Terre? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? C'est une drôle de question, mais quand même, il faut se la poser. Ah, mais j'y crois. J'y crois. En fait, personnellement, je crois que les êtres humains sont des nomades. Genre, on passe en tout cas, c'est juste compliqué, je la garde personnellement, c'est un peu grand. OK, mais si tu penses qu'il y a de la vie à l'extérieur de la planète Terre, tu penses que la vie, c'est quoi? Ce sont d'autres animaux? Ce sont des humains qui sont comme nous? Ce sont des bonhommes verts? Ou... Pas nécessairement comme nous, pas nécessairement des bonhommes verts, mais il doit avoir la vie, il doit avoir des intelligences autres que nous autres, tu sais. Exactement. Fait que, on dit, en tout cas, c'est bien compliqué ce que je pense. En fait, tu crois qu'il y a de la vie à l'extérieur, mais tu n'es pas capable de définir quel type de vie ça pourrait être. Non, en fait, personne ne peut le faire. Hein? Toi, Virginie, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est vraiment comme lui parce que je me dis comme... Tu sais, il peut avoir quelque chose, mais en même temps, est-ce que c'est nous les extraterrestres? Est-ce que c'est comme... C'est ça, hein? Comme... Ben, on peut pas être extraterrestre. C'est ça la question. On est terrestre, on est sur la Puis Terre. peut-être qu'il y a une autre planète qui a des personnes comme nous, puis qu'on le sait pas. Peut-être que c'est des petits hommes verts comme tout le monde nous dit, ou peut-être que c'est juste comme une sorte de vie comme un poisson ou quelque chose de même qui est sur une autre planète. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre, là. On peut pas comme le nier. On le sait pas, mais on a comme... Je sais pas, c'est comme... C'est quelque chose qu'on sait. Position. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carlando? OK. On est évolué technologiquement parlant, d'accord? Ouais. C'est malade tout ce qui se passe. Question de technologie. Puis on peut même voir qu'il y a des planètes qui existent, qui sont comme la Terre, qui peut avoir des vies dessus, d'accord? Imagine, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on est capable d'aller sur ces planètes-là. Puis il y a des humains qui décident de les peupler. Ouais, ça Qui les pourrait. extraterrestres, là? Tu sais, comme, c'est le même affaire qui revient sur la Terre. Fait que, en tout cas, c'est ce que je pense. Fait que je me dis, je parle pas trop parce que les gens vont me prendre pour des fous. Ben non, gêne-toi pas, on est ici pour parler du sujet, justement. Mais toi, No, est-ce que tu penses, comme Virginie et Carlando, qu'il y a quelque chose de vivant à l'extérieur de la planète Terre? Oui, je pense qu'il y a d'autres vivants à l'extérieur de la Terre, mais c'est pas comme ce qu'on imagine. Je crois pas que c'est des bonhommes verts avec une tête comme ça, des gros yeux. Non, je crois pas que c'est comme ça, mais je sais pas, on sait pas à quoi ça ressemble. Ça peut, tu sais, c'est une forme extraterrestre qu'on connaît pas. Mais je crois. Ben, c'est quand même drôle que vous dites que vous savez qu'il y a de la vie à l'extérieur, mais vous n'êtes pas capable de définir qu'est-ce que c'est, là, je veux dire. Mais en Mais même c'est- temps, si quelqu'un est arrivé avec l'idée d'un bonhomme vert, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui ressemblait. Tu sais, oui, ça ressemble un peu à l'humain. Oui, si, mettons, avec telle perception, tu peux le modifier puis ça donne un bonhomme vert. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous dit que la première personne qui a vu ça, c'était pas vraiment comme un extraterrestre qui était devant elle? On Mais le sait parce pas, que- c'est ça. C'est ce que Ouais, je me mais suis parce que je toujours crois. dit, Oui, que oui. notre imagination n'est que souvenir antérieur, je veux dire. Fait que, en tout cas, fait que... Mais c'est- Antérieur, dans Vous quel pouvez sens, comprendre. tu veux dire? C'est comme tout ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on est en train de les mettre sur papier. Un de- OK, de la pouvoir- réincarnation, quelque chose comme ça, là. Peut-être Un quelque chose déjà. comme ça. Et vous, Madame Limoges, quand il y a des jeunes qui vous posent ces questions-là, s'il y a de la vie à l'extérieur de la planète Terre,
est-ce que vous dites votre opinion personnelle? Est-ce que le Cosmodome a une réponse? La NASA a une réponse? Vous répondez quoi à ça? Bien, la première chose que je fais, c'est faire la même chose que tu viens de faire, de les interroger. Parce que toutes ces questions-là sont bonnes à se poser, toutes les opinions sont bonnes parce qu'on ne le sait pas. Non, le Cosmodome n'a pas de position officielle. Comme je te racontais hors d'onde, je disais qu'au Cosmodome, on a des maquettes de sondes, puis sur ces maquettes-là, on peut très bien voir des disques qui contiennent de l'information à destination des extraterrestres. Donc, la NASA, quand elle envoie des sondes, envoie un message aux extraterrestres. Oui. Donc, dès les années 1970, quand on envoyait les sondes Voyageur 1 et 2, un astrophysicien très, très connu qui s'appelle Carl Sagan avait fait le premier message envoyé aux extraterrestres, un des premiers. Puis, donc, on envoyait des photos de l'humain, des sons de la Terre, d'un bonjour en toutes les langues. Donc, même la NASA croyait que ça valait la peine juste en cas de les saluer, de leur dire notre position dans le système solaire, juste en cas qu'ils viennent nous voir. Mais est-ce que vous croyez que s'il y aurait une réponse, on allait la savoir tout de suite? Non, s'il y a une réponse, Bonne question. ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, cette réponse-là, parce que dans la recherche de vie extraterrestre, il y a un problème qui se pose et c'est la distance. Okay? C'est vrai qu'on détecte des planètes qu'on croit qu'elles ont la taille de la Terre. On ne peut pas encore voir la surface. On ne peut pas encore vérifier que c'est vraiment des terres. On pense, ça se pourrait. Donc, ces planètes-là sont tellement loin qu'ils nous apparaissent comme des points. Il faudrait être capable de les résoudre, de pouvoir voir s'il y a des nuages, voir s'il y a des terres, des océans. Là, on serait plus avancé. Ensuite de ça, les messages qu'on pourrait leur envoyer prennent des centaines, des milliers d'années-lumière à se rendre. Okay, la lumière qui a un temps fini pour voyager. Donc, ne serait-ce que de les détecter, de leur dire un premier bonjour, peut-être que le temps qu'ils le reçoivent, il n'existe plus. Oui, exact. Okay. Ouais, mais là, vous êtes d'accord qu'il y aurait de la vie à l'extérieur de la planète Terre, mais est-ce que vous pensez que ces extraterrestres savent que nous, on existe et est-ce qu'ils nous visitent une fois de temps en temps? C'est pour ça que je voulais poser une question. Je ne sais pas si tu permets. Mais vas-y. En fait, le Cosmodome et la NASA, ils pensent quoi de tous les témoignages qu'il y a, que les gens ont vu des extraterrestres, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Il y a même eu, en fait, un ministre du Canada qui parlait de ça, fait que... Ouais. Ouais. Vous n'avez pas l'air Exactement. convaincu, Madame Lima. Fait que je me demande... Parce que c'est vrai, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu tel aspect, telle forme, tel corps ou tel ovni, on peut dire. Mais Et le est-ce que pire- c'est vrai qu'il y a des gens Exactement. qui ont vu ça? Là? C'est pas vraiment évident à répondre. Mais là. le pire, c'est que, comment dire, les Indiens, ou je peux dire, ils gravaient des choses dans des murs que des gens maintenant disent avoir vu exactement ces genres de bonhommes-là. Fait que, tu sais, comme, il faut des réponses. Fait que... Oui. C'est sûr, en étant physicienne, je connais les échelles de distance aux étoiles. Donc, c'est tellement loin que nos messages radio d'humains évolués sont probablement même pas rendus. S'ils regardent la planète Terre, en plus de ça, la lumière qu'ils voient s'est écoulée depuis tellement de temps qu'ils voient probablement pas des humains, ils voient peut-être des dinosaures ou même pas encore d'humanoïdes. Donc, il y a ça, il y a le problème de la distance qui fait que je crois pas qu'on a pu être déjà visité. Ensuite de ça, il y a mon scepticisme de scientifique qui rentre en ligne de compte. Quand je vois tous ces témoignages-là, je me pose beaucoup de questions. C'est sûr, Tu sais, quand je vois, OK, j'ai vu telle image, parce qu'en science, moi, j'ai tendance à penser que une des choses à combattre, c'est l'ignorance. Qu'est-ce qui fait peur, c'est souvent l'ignorance. Qu'est-ce qui fait qu'on se trompe, c'est l'ignorance. Donc, tu sais, des fois, ça se peut-tu qu'on a pris une étoile pour un ovni, tu sais, un alignement de planètes, tu sais, complètement géométrique pour un alignement de vaisseau spatial. Ça se peut. Tu sais, est-ce que les gens ont mal interprété des choses? Moi, j'ai mon scepticisme qui rentre en ligne de compte. Je dis pas que je pense pas qu'il n'existe pas de vie ailleurs, des microbes, probablement des poissons peut-être ailleurs, ou je sais pas sous quelle forme, très, très loin. Mais je crois que l'échelle de distance fait que je crois pas qu'on a été visité. Puis justement, avec vos hypothèses, je vais vous montrer un reportage que j'ai fait, un Vox Pop plutôt. Je suis allé voir des jeunes et je leur ai demandé quelle est leur perception par rapport à toutes ces questions. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Cette semaine, dans notre émission, on parle de l'espace. Puis on voulait savoir si ça vous intéresse, tout ce qui est galaxies, les planètes, les extraterrestres. Qu'est-ce que je peux dire avec ça? Ben, c'est le vide, là, et on sait pas c'est quoi l'inconnu qu'on peut retrouver dans le monde extérieur de notre système solaire puis de la Voie lactée. Fait que, ouais. Toi, ça t'intéresse? Ben, je m'en fous un peu, pour vrai.
Fait que, T'en fous s'il y a de la vie à l'extérieur ou s'il y a d'autres choses qui se passent, des planètes. ben, ça m'intéresse pas. S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, ben tant pis, là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller vivre sur Mars? Ah, étant donné comment c'est une atmosphère, ça serait possible, étant donné qu'elle est trop basse, mais c'est peut-être que si on fertilisait le sol, étant donné que c'est enrichi de fer, on pourrait fertiliser le sol, faire planter des affaires. Là, on pourrait faire, tu sais, avoir du CO2, là. Pas du CO2, de l'oxygène qui pourrait se dégager. Fait que là, on pourrait avoir une sous-forme d'atmosphère, puis étant donné qu'on a trouvé de l'eau sur Mars, ouais, on pourrait, là. Ah, moi, j'ai vu ce reportage-là, j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait en ce moment. Là. Moi, honnêtement, je crois pas ça. Je trouve que c'est pas assez expérimenté encore d'envoyer des propres humains là-bas. Puis si ils les envoient juste en one-way, pas de retour, ils promettent pas la vie là-bas. Non, moi, je crois pas ça. Selon toi, quel est l'avenir de l'être humain sur la planète Terre? Ah, l'avenir, je pense qu'on est fini, là. On est pas mal fini, là. Fini, genre là, en 2015? Non, pas en 2015, mais tu sais, dans un certain futur, on va être en extinction, là. On va tous mourir, là. Il n'y aurait plus d'humains sur la planète, là. Étant donné qu'on va bientôt quasiment détruire toute la Terre, fait qu'à la fin, ben, ouais. Quel est l'avenir de l'être humain sur la planète Terre? Est-ce qu'on va vivre indéfiniment ici ou... Clairement pas si on continue de même. Encore beaucoup, beaucoup d'années, sûrement des millénaires, mais je pense que ça va finir par... Si on continue de même, ça va finir à un moment donné. Donc, on voit que les jeunes également ont plusieurs hypothèses, plusieurs questionnements par rapport à l'espace. Et j'aimerais vous poser ma troisième question qui est, selon vous, là, on a vu un reportage sur Mars comme quoi qu'il pourrait y avoir de la vie. Quel est l'avenir de la vie des êtres humains sur la planète Terre? Ben, comme un peu tu as dit tantôt, d'après moi, comme on va évoluer, puis on va peut-être essayer d'aller comme plus loin, puis aller voir comme les planètes qui ressemblent à la nôtre, puis peut-être aller comme dessus, puis coloniser la planète. Mais en même temps, comme on disait hors des ondes. Hors des ondes, si, mettons, il n'y a rien, puis qu'on revient, le temps va avoir continué d'avancer. Peut-être que notre espèce à nous va être éteinte. Fait que je ne sais pas si c'est un peu comme dans une galaxie près de chez vous deux, là, quand ça finit le film, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus retourner sur la planète Terre, donc ils décident de rester sur la dernière planète qu'ils ont visitée. Est-ce que vous pensez que c'est ça un peu? Toi, No, si jamais on décide de partir, ce sera fini, on ne pourra plus revenir? Oui, ça prend tellement de temps que... C'est ça. Tu sais, après, je crois que ça va être presque fini. Là. Puis là, après, on va devoir choisir un autre endroit où aller. Mais la planète Mars me fascine tellement. J'ai tellement lu de livres qui disent qu'avant, il y avait de l'eau, il y avait un volcan, qu'il y avait des microbes aussi qui ressemblent à ce qu'on a sur Terre. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai même entendu un projet d'exploration de Mars là, pour aller un billet aller. Et justement, Nour, comme tu l'avais dit, on a vu dans le reportage il y a quelques minutes que justement, ce chercheur qui est allé faire un voyage virtuel sur Mars disait que dans 100 ans, on pourrait vivre sur Mars. Mais est-ce que c'est possible justement parce que, bon, la température n'est pas la même. On pense qu'il y aurait de l'eau, mais on n'est pas certain. C'est pas évident, là. C'est sûr que ce serait idéal de vivre sur une autre planète qui n'est pas très loin de la Terre, mais quand même... mais l'humain s'adapte à tout. Comme, si, mettons, on prend l'exemple, il y a des humains qui vivent dans des pays qui sont plutôt en danger à cause des tsunamis, des volcans. L'humain s'adapte. Ouais. Même si sa maison est comme détruite, il va reconstruire. L'humain va évoluer, l'humain va Mais trouver tu es une façon. consciente, Virginie, qu'il y a quand même une différence, par exemple, on va juste parler de température. Oui. Vivre à, par exemple, moins 20 degrés ici à Laval, comparé à moins 80, je sais pas, moins 100 degrés qu'il peut faire sur Mars, ce n'est pas très évident de s'adapter à une aussi grande différence Oui, de mais température. Comme tu as dit, ça va être peut-être dans 100 ans. Fait qu'on va avoir le temps d'avoir développé quelque chose, on va s'adapter. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Limoges, justement, sur la possibilité de vivre sur la planète Mars? Pourquoi pas? Moi, je pense que avant d'aller sur Mars, il faudrait peut-être aller vivre sur la Lune, commencer à établir des colonies pas trop loin. Hein. La Lune qui est plus à 4 jours de voyage, c'est plus de l'ordre de la semaine que de l'ordre du 6 à 9 mois pour Mars. Donc, commencer à s'établir là. Sur Mars, en été, il peut faire, à l'équateur, il peut faire 30 degrés Celsius. Donc, s'il y avait de l'air à respirer, on pourrait vivre à certains moments, sans scaphandre.
Mais là, le problème, c'est l'hiver. Donc là, ça tombe à moins 60, puis même plus froid. Donc, mais tu sais, il y a une série de science-fiction où des gens vivent sous un dôme. Donc, peut-être que sur Mars ou sur la Lune, bien là, sur la Lune, c'est sûr qu'il faudrait vivre sur un dôme. Sur Mars, probablement que l'atmosphère n'est pas... on pourrait pas l'épaissir, peut-être, on ne sait pas. Donc, si on ne peut pas l'épaissir, l'atmosphère, il faudrait vivre sous un dôme. Mais c'est peut-être pas exclu de vivre toujours à l'intérieur, c'est peut-être pas exclu non plus. La dépression, non, je pense moi, pas. Je pense un petit peu Toi, à la Carlando, fois. est-ce que tu penses que tu serais capable de vivre dans un dôme tout le reste de tes jours? Tu sais, le voyage pour aller sur Mars, c'est juste un aller. C'est juste un aller, il n'y a pas de retour. Si c'est un aller-retour, je pense que je tenterais ma chance pour aller voir. Non, mais là, je te Mais demande un aller. Là. Attends, mais non, si je le le ferai dôme, jamais. OK, c'est vraiment toute une ville construite. Fait que c'est comme si ça va être ta vie normale, mais ça va être à l'intérieur, puis sur une autre planète. Tu sais, on Peut-être- commence... L'être humain. La réalité va souvent plus loin que la fiction. On Exact. commence déjà, on voit déjà des choses, des films, des émissions où les gens vivent sous des dômes dans une galaxie près de chez vous. Les gens doivent vivre sous un dôme. Fait, pourquoi pas, en fond? En fait, l'être humain ne peut pas vivre sous un dôme. Mais On je- est trop curieux pour ne pas aller voir dehors. Moi, c'est la façon que moi, je m'imagine qui serait possible en ce moment, à court terme, pour vivre sur Mars. Ça serait d'être toujours protégé de la Mais température. puis en des même mauvaises temps, je radiations. pense que c'est peut-être une insulte envers l'être humain, mais je pense qu'on est peut-être trop naïf de se dire qu'il n'y aurait pas une autre planète semblable à la Terre. C'est sûr qu'il y a une autre planète qui est quasi identique à la nôtre. Là, la question, c'est de savoir et à quelle distance. Et si un jour on aura la technologie, est-ce qu'on pourrait vivre là? Est-ce que Elle selon est plus vous... loin qu'une vie humaine, elle est plus loin que plusieurs générations de vie humaine. Donc, si on le faisait, il faudrait trouver un moyen que l'humain puisse vivre à très long terme dans l'espace pendant plusieurs générations pour se rendre à la prochaine étoile. Et là, on parle beaucoup on parle de réchauffement climatique. Là, un jour, la Terre ne sera plus vivable et il faudra vivre dans une autre planète. Mais pourquoi on ne travaillerait pas justement à rester sur notre planète? On parle beaucoup d'aller à l'extérieur, mais le réchauffement climatique, veut pas, c'est l'être humain qui le contrôle en quelque sorte. Vous ne pensez pas qu'il faudrait justement faire peut-être une sensibilisation de rester ici plutôt que de s'aventurer à des années-lumière? Ben, ce qu'on pourrait faire, c'est plus essayer de rendre essayer de faire à ce que notre Terre puisse vivre un peu plus longtemps, mais je sais qu'à un moment donné, ça va être la fin. Je sais qu'à un moment donné, notre Terre, on va épuiser l'eau, on va tout épuiser, toutes les ressources, puis là, on n'aura plus rien. Puis je crois que notre espèce, si elle ne déménage pas, ben, elle ne pourra pas survivre. Fait que ma question, ce serait, qu'est-ce qu'on ferait? Mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si on épuise toutes nos ressources, puis là, après... On va être très mal pris parce que même si on décidait de tous déménager sur Mars, Mars qui est deux fois moins grande que la Terre. En fait, si tu rassembles tous les continents de la Terre, ensemble, ça fait à peu près Mars. Donc, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a beaucoup moins d'eau que sur Terre. Okay? On a trouvé de la glace d'eau en dessous du sol, mais c'est plus petit que la Terre. Donc, si on n'y arrive pas sur la Terre, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde puis assez de ressources sur tout le monde sur Mars. Donc, il faut apprendre à gérer qu'est-ce qu'on a. Oui, les voyages spatiaux, mais d'après moi, c'est à très, très long terme. Non? Moi, l'exploration spatiale, je vois ça petit pas à petit pas. Sûrement qu'on va arriver à visiter d'autres planètes un peu plus loin. Mais en ce moment, il y a une crise, puis la crise, c'est de gérer notre planète, puis d'être capable d'y rester assez longtemps, jusqu'à temps qu'on ait la technologie pour se rendre plus Voiture loin. électrique, ça va faire l'affaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, No, Virginie et Carlando. Madame Limoges, si on veut en savoir plus sur le Cosmodome, où est-ce qu'on pourrait chercher de l'information? Est-ce qu'il y a un site web? Oui, www.cosmodome.org. Alors, c'est très simple. Tous nos programmes sont sur le site Internet. Parfait. Merci beaucoup, Madame Limoges, d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre à notre question de la semaine que vous pouvez aller sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et je vous pose la même question. Quel est l'avenir de l'être humain sur la planète Terre? Donc, allez répondre sur notre page Facebook. Et sur ce, on se voit pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.